Merci beaucoup, François. Bon, tout le monde m'entend? Le microphone fonctionne. Alors, en fait, juste pour vous dire, j'ai écrit le mot ministre de l'Environnement, mais en fait, comme vous savez, ils portent tous des titres différents. Alors, il se peut que certains n'aient pas été ministres de l'Environnement, mais qui aient été ministres du Développement durable, de l'écologie. Mais bon, pour faire plus court, j'ai dit ministre de l'Environnement. Et donc, ce sont mes travaux. Je ne sais pas si je pointe au bon endroit. Ah, nous voilà. Alors, ce sont mes travaux de maîtrise et je vais le présenter un peu comme ça. C'est-à-dire, je vais vous donner un peu, dans ma maîtrise, on part d'une certaine situation, donc il y a quelques constats. Ensuite, je vais dire un petit mot de qu'est-ce qu'on sait des relations entre la société puis l'environnement. Donc, je parlerai un petit peu de sociologie environnementale. Et évidemment, je vais consacrer l'essentiel de ma présentation à ce que les ministres m'ont raconté. Je vais vous dire ça. Puis j'ai des citations. Je pense que j'ai beaucoup de matériel. Et ensuite, je dirai un petit mot sur les questions théoriques. Je ne sais pas pour vous parler trop de sociologie, mais je veux quand même vous dire que j'ai fait une espèce de remontée théorique et essayer de voir un peu si cet ensemble qui se dégage de ce que les ministres ont dit, si ça fait du sens, puis comment on peut, je dirais, conceptualiser ça et conceptualiser leur action et la manière dont ils pensent. Alors, les constats de base en sociologie, je dirais, c'est des constats que j'ai faits il y a déjà quelques années, mais je pense que vous allez être d'accord que du point de vue environnemental, on n'en fait pas assez. Et je pense que ça, il y a suffisamment de gens dans la salle qui sont allumés pour savoir ça. Je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup, mais les limites du système démocratique et de la social-démocratie, pouvoir affaibli et partagé. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, dans les démocraties, dans les social-démocraties, on tient compte beaucoup, même si les gens ne le croient pas, on tient compte beaucoup de l'opinion des gens et le pouvoir est affaibli en ce sens que l'Assemblée nationale, le premier ministre et autres personnes qui dirigent n'ont plus l'autorité avec un grand A comme avant, mais doivent consulter, écouter, négocier. On va en parler, il y a toutes sortes de groupes. Et il y a aussi le fait que la social-démocratie, c'est un de nos constats, arrive un peu en bout de course. La social-démocratie, en gros, a livré ce qu'elle avait à livrer. Alors, si on se reporte, si on recule d'une centaine d'années, bien, il y a une centaine d'années, on réclamait des retraites, on réclamait l'assurance santé, on réclamait des indemnités de chômage, on réclamait plein de droits que maintenant les gens, globalement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité, mais et donc la social-démocratie ne me semble pas, on va en reparler, équipée beaucoup pour faire face à ce qui s'en vient. Il y a aussi la crise de confiance. Je ne veux pas parler d'élection, mais je vais en parler quand même. La crise de confiance fait que les gens ne vont pas beaucoup voter. Les gens ont moins confiance dans les institutions. Ils ont moins confiance dans les gouvernements. Et ça fait en sorte que ça devient très difficile d'agir fortement dans le domaine de l'environnement. Et ce qui va ressortir, bien sûr, de tout ce que je vais vous dire, c'est que les ministres ont une certaine perception des attitudes et des valeurs des citoyens, et ça influence énormément leur comportement. Les citoyens, eux, ont des besoins à satisfaire, et c'est ça qui prime pour eux. Ça aussi, je vais y revenir. Donc, ça met un peu la table, en quelque sorte. Et pour ce qui est de la Société mondiale du risque, ça, actuellement, il y a une forte demande pour la sécurité. Hein. Les gens veulent être en sécurité de toutes sortes de façons. Je n'ai pas beaucoup le temps d'en parler, mais ça colore aussi la manière dont les gens agissent. Brièvement, la sociologie, ça a été en quelque sorte créé au 19e siècle et la sociologie classique ne se préoccupe pas d'environnement. Au contraire, elle a voulu en quelque sorte se dégager de l'environnement, du naturalisme, et on a voulu comprendre les faits sociaux. Et donc, la sociologie classique se base sur les faits sociaux. Et donc, quand l'environnement est arrivé pour faire de la sociologie, ou quand les gens ont voulu faire de la sociologie de l'environnement, ils se sont un peu fait dire que ça ne fonctionnait pas comme ça.
Et on peut lire des tas d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. L'Université Laval a publié un manuel de sociologie de l'environnement il y a quelques années. Et on voit très bien là-dedans à quel point les sociologues qui font de la sociologie environnementale sont obligés de se défendre en quelque sorte. Et nous, je dis nous, je peux dire nous maintenant, là, mais nous, les environnementalistes, ou nous ceux qui s'intéressent à l'environnement, on sait que la société et l'environnement, c'est extrêmement lié. J'ai cité quelques auteurs, mais un que j'aime bien, Catton et Dunlap, c'est bien connu, le nouveau paradigme, etc. Mais Jared Diamond, dans un de ses grands livres, a bien expliqué à quel point c'est tout l'environnement dans lequel on baigne qui a en quelque sorte fabriqué nos sociétés. Et il y a différents mouvements, écologie politique, modernisation, écologie humaine, sociaux. Je n'ai pas le temps non plus d'entrer dans ça. Ça, c'est différents courants de réflexion sociologique. Mais la modernisation écologique, c'est ce dont on va parler le plus. C'est cette idée que le système, on peut le moderniser puis l'adapter. OK? Alors, dans la question, qu'est-ce qui a été étudié? Qui connaît quoi sur les liens entre l'environnement et la société? Alors, il y a un grand nombre d'auteurs. J'ai fait un petit résumé dans mon mémoire et je mets ici quelques éléments clés. Alors, la sensibilité écologique. La sensibilité écologique, c'est un beau paramètre, mais on se rend vite compte que même si les gens sont très sensibilisés ou moins sensibilisés ou plus, de toute façon, le lien entre les valeurs que les gens ont, leur sensibilité, leurs attitudes, ça ne va pas nécessairement influer sur le comportement. Et ça, c'est une grande difficulté, d'autant plus qu'il y a des obstacles et que les obstacles sont souvent, je dirais, bien simples, en fait. Hein? Si vous voulez prendre le métro et que vous n'êtes pas au bon endroit et qu'il n'y a pas de métro chez vous, vous ne le prenez pas. Alors, les transports en commun ne sont pas toujours nécessairement bien adaptés à vos besoins et il y a plein d'obstacles. Il y a des obstacles de prix, évidemment. Il y a des obstacles aussi de manière de vivre, de manière dont les gens pensent. Et on a aussi compris qu'il y a un manque de confiance envers les institutions, j'en ai déjà parlé. Il y a un peu plus de confiance envers les scientifiques. Mais malheureusement, on a pu démontrer que le simple fait qu'il y ait de la dissidence, qu'il y a 2-3 % des scientifiques dans le monde qui ne semblent pas trop inquiets, là, par exemple, du réchauffement climatique, pour beaucoup de gens, ce que ça veut dire, c'est, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et donc, il y a de dire que la grande majorité des environnementalistes, ce n'est pas un argument qui porte beaucoup pour la plupart des gens qui ne connaissent pas la science et qui savent pas que de toute façon, la science, ce n'est pas binaire. Hein? La science, ce n'est pas 0 et 1. Et si vous avez le goût de remettre en cause la théorie de la relativité d'Einstein, vous avez le droit. Ce n'est pas une vérité absolue. Et une autre chose que l'on a apprise, c'est que si on veut, je dirais, convaincre les citoyens d'agir d'une certaine manière, et donc moi je m'intéresse au mode de vie, à des changements sociaux, si on veut convaincre les gens d'agir, il faut présenter ça positivement. Faire peur aux gens, c'est bien démontré, ce n'est pas utile. Et ça aussi, vous me poserez des questions, j'ai des citations, ça a été vraiment étudié. Et l'idée, l'exemple que je donne, c'est les gains environnementaux versus les taxes. Alors, le mot taxe, vous savez que c'est un mot à bannir. Alors, il suffit d'appeler ça une contribution environnementale, ça va déjà mieux. Hein? Je pense que pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Et ce qu'il faut présenter aux gens, c'est les gains environnementaux. On va mieux vivre, c'est plus intelligent, etc. Okay? L'autre élément fort que l'on connaît bien, c'est la perception négative de l'être humain. La plupart des gens, eux, ne se perçoivent pas négativement, bien sûr, mais craignent toujours que les autres recherchent leur petit confort, etc., etc. Donc, puis évidemment, la difficulté de changer les comportements, la difficulté de communication, ça va ressortir tout le long, on va continuer là-dessus. Un sociologue anglais du nom de Anthony Giddens, je m'arrête une minute de plus sur Giddens parce que c'est un grand sociologue. Il a écrit un livre qui s'appelle « The Politics of Climate Change » et là-dedans, il fait une suggestion. Et lui, sa suggestion, c'est que l'environnement, c'est trop grave pour être laissé à la politique. C'est un constat simple. Et il propose que, puis on a eu au Québec, vous vous souvenez tous,
la question de mourir dans la dignité, où on a fait, là, je dirais, une étude non partisane, etc. Lui, il dit l'environnement, c'est comme ça que ça doit être. Il faut absolument enlever la politique de là, s'entendre sur les grands paramètres et nommer une autorité indépendante qui va s'en occuper. Alors, il y a d'autres obstacles, le contexte social. Vous savez que les gens, quand ils vivent, quand ils achètent, quand ils consomment, quand ils font marcher leur, je sais pas moi, leur machine à vaisselle, le lave-vaisselle, ou quand ils vont au bureau, on a tous des comportements sociaux. On est influencé par le contexte dans lequel on vit. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement puissant qui est parfois oublié. Et comme je disais tantôt, l'environnement socio-technique, si vous voulez avoir, je ne sais pas, moi, des appareils électroménagers qui dépensent moins, bien, il faut les acheter. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va décider de les changer du jour au lendemain. Et la sociologie de la consommation, il y a eu des tonnes de livres qui ont été écrits sur la sociologie de la consommation, mais c'est pareil, consommer, c'est un acte éminemment social. Et c'est déterminé socialement. Et ça, il faut le comprendre aussi. Et d'autre part, et en sociologie de la santé, j'ai quelqu'un dans ma famille qui s'occupe de sociologie de la santé, et pour ne pas la nommer, c'est ma fille. Alors, Catherine Desrivières-Pigeon est prof de sociologie de la santé, et elle me parle toujours d'environnement facilitant. Alors, si on veut que les gens adoptent des comportements, bien sûr, il faut des environnements facilitants. Alors, les ministres, quand je les ai interrogés, alors, voici comment ça s'est présenté. J'ai voulu savoir qui ils étaient, donc leur profil personnel, leur parcours politique, leur parcours environnemental, qui est loin d'être le même pour tout le monde, ça c'est assez fascinant, ce qu'ils ont fait à titre de ministre, et je dirais et surtout ce qu'ils n'ont pas fait, ou ce qu'ils n'ont pas pu faire. Alors c'était plus facile de leur demander « Racontez-moi ce que vous avez fait de bien. » Ça allait très bien. Et là, bien, dites-moi donc, qu'est-ce que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas pu faire? Bien, ça a été très intéressant. Vous allez voir les résultats. Et ensuite, on a parlé du futur. Il y a des grands défis, particulièrement le réchauffement climatique. Comment on aborde ce grand défi? Alors, mes anciens ministres, alors je vais être possessif, je vais employer le possessif, je vais parler de mes anciens ministres. Alors, mes anciens ministres, c'est 8 Québécois et 4 Français. Pourquoi? Parce que pour que ça soit suffisamment représentatif, lourd, il me fallait au moins une douzaine d'entrevues pour voir un peu si c'était les mêmes mécanismes, les mêmes manières de penser, etc., les divergences. Et au Québec, il n'y a pas eu des ministres de l'Environnement, il n'y en a pas des tonnes, là. Alors, j'ai choisi de partir à peu près au moment où les changements climatiques ont commencé à l'ordre du jour, donc dans le bout de Rio, à peu près 92. Donc, j'ai complété avec 4 anciens ministres français. Origine sociale variée, 3, 7, 2. Alors, 3, c'est, je dirais, les classes populaires, 7, les classes moyennes, 2, les classes aisées. Donc, une grande variété. Des valeurs variées. Ça a été extrêmement frappant. Je leur ai fait parler de leurs valeurs. Puis ensuite, moi, j'essayais de faire des grilles, puis de voir, tu sais, qu'est-ce qui revenait, etc. Puis ce que je peux vous dire, c'est que la seule valeur qui a été mentionnée par une majorité de répondants, c'est l'engagement social. Comme l'importance des études, c'est revenu, mais quelquefois, l'autonomie, la liberté, l'honnêteté, c'est des valeurs qui ont été nommées, mais en fait, ce sont des gens très différents qui sont devenus ministres de l'Environnement. La plupart, pas tous, avaient des profils de militants politiques, mais la sensibilité environnementale aussi était très variée. Il y en a qui ont été nommés, il y en a qui m'ont dit, moi, je n'avais aucune idée, tu sais, l'environnement, c'est un mot. J'ai été catapulté ministre de l'Environnement. Et d'autres ont dit, non, moi, quand le rapport Brundtland est sorti ou quand Tchernobyl est arrivé, là, tu sais, j'ai comme... Alors, il y a toutes sortes de parcours. Il y en a qui, je ne sais pas, moi, ils vivaient à la campagne, puis ils aimaient beaucoup les lacs, les petits oiseaux, puis, etc., puis ils ont vu ça disparaître. Mais c'est tous des parcours très, très, très variés. Parcours de vie spéciaux aussi. C'est des gens qui ont roulé leur bosse, qui ont rencontré des gens, puis c'est quand même du monde, là, je dirais particulièrement intéressant à rencontrer et qui, en passant, avaient tous des discours extrêmement structurés. Là, ils savaient de quoi ils parlaient très nettement, là, c'est bien sûr. Et du point de vue génération, surtout baby boom et génération X, mais 3, j'ai revérifié, 3 sont nés durant la guerre. Donc, c'est quand même des profils différents. Et c'est important parce que
le moment où l'on est, l'environnement économique, l'environnement social durant notre éducation, c'est important. Alors, être élevé durant la guerre, c'est une chose. Être élevé durant la guerre froide, c'en est une autre. Être élevé durant, je ne sais pas moi, la crise du pétrole de 70 et ainsi de suite. Donc, ça aussi, il y a un spectre de génération et ça influence les comportements. Alors, j'ai 2 citations ici. Alors, le ministre numéro 7, alors vous verrez, ils sont numérotés de 1 à 12, tout simplement. Alors, le ministre numéro 7 nous dit donc qu'il a vécu dans une société, mais surtout dans une société familiale, dans un milieu familial, où l'engagement social était très présent. Et donc, des engagements de type militant. Alors, il y en a quelques-uns, là, il y avait vraiment un parcours un peu plus de militants. D'autres m'ont dit qu'on leur avait transmis des valeurs d'étude, de sérieux, on ne parlait pas de frivolité. Alors, encore une fois, le milieu familial qui m'a été décrit, là, je pense que ça donne une bonne idée, mais surtout, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est à quel point ces gens-là étaient d'origines diverses, de sensibilités variées, etc. Et donc, les ministres de l'Environnement, vous allez voir ce qu'ils ont fait, puis vous allez faire le lien avec ce que je suis en train de vous dire. Pour avoir fait moi-même un petit peu de politique, je peux écrire le premier mot en haut, le mot « choix ». Alors, on ne devient pas ministre par hasard. Alors, quand on fait de la politique, c'est un choix. Et Louis Gay, qui a dirigé mes travaux de maîtrise, m'a dit, suite à tout ce que je lui ai montré, il m'a dit un peu en riant, il dit ils sont regardés, mais il dit, ils ne sont pas critiqués beaucoup. Alors, c'est clair que dans une entrevue comme celle-là, normalement, ils font ressortir ce qu'ils ont fait de bien. Mais pour les avoir fait parler beaucoup et pour comprendre le genre de personne qu'on doit être pour être ministre, parce que moi, j'ai été député, mais j'ai quand même côtoyé des ministres, la vraie ambition, c'est se faire élire et faire du bon travail au service des citoyens, parce qu'en politique, c'est comme ça qu'on réussit. Et donc, pour eux, le succès, l'idée de base, c'est une espèce d'ambition que moi, je qualifie de positive. Mais une seule personne m'a dit, moi, je suis allé en politique pour défendre mes idées. Et c'est quand même aussi un élément très puissant, je dirais, de réflexion, qu'on va en politique d'abord pour faire du bon travail dans nos systèmes. Écoutez, je n'ai pas été aux États-Unis, je n'ai pas été en Allemagne, je n'ai pas été en Angleterre. Là, je parle de la France et du Québec, mais je pense que ça donne quand même une idée. Là. Les gens m'ont parlé surtout de leur ambition positive. Et comme j'ai dit, ce n'est pas des environnementalistes, la plupart d'entre eux, c'est des gens qui étaient en politique pour faire du bon travail et ils ont été nommés soit par le premier ministre ou le président. Puis, je dirais un autre élément sur lequel je vais revenir, mais c'est que, évidemment, comme tous les ministres, ils se rendent compte que leur capacité d'action est limitée. Et ça, on va le voir dans la suite des choses. Alors, pour vous donner un peu, là, un petit peu plus de saveur, en quelque sorte, les paroles mêmes des ministres. Alors, des valeurs qui me conditionnaient à l'époque, elles sont celles qui ont toujours été les miennes, donner un sens à sa vie par le service des autres et le service de mon pays. Ça, c'est quand même pas banal. Je l'ai choisi parce que je sais que cette personne-là, c'est vrai, et que cette personne-là l'a fait parce qu'elle voyait vraiment le service du pays. Et dans son milieu familial, c'était extrêmement valorisé. Alors, un autre, à 20 ans, moi, je voulais être au service de l'action publique et que cette action publique soit mise au service des plus modestes. Donc, quelqu'un qui avait été marqué par ce qu'il avait vécu, je dirais, dans ses 20 premières années et qui s'intéressait à la condition des plus modestes. Et 2 autres citations pour dire, bon, on m'a nommé ministre de l'Environnement, c'était à peu près la dernière possibilité à laquelle j'aurais pensé. Ça, quand le premier ministre téléphone, ça serait comme ça, puis voilà. Et une autre personne a dit tout simplement, « Le ciel m'est tombé sur la tête. » Alors, cette personne-là, j'ai rien demandé, moi, là. Pourquoi vous m'offrez d'être ministre de l'Environnement? Mais je crois que cette personne-là
avec l'entrevue que j'ai eue, il s'est mis au travail, puis il a réussi à faire du bon boulot. Alors, on va entrer maintenant plus dans le cœur de la sociologie de l'affaire. Alors, un élément important, et je vais vous le lire ici, là. Le mot représentation a une signification importante en sociologie. Et je vous lis tout simplement ceci. Jean-Claude Abric, un de ceux qui a écrit sur le sujet, dit « Une représentation sociale, c'est un ensemble organisé d'informations, d'opinions, d'attitudes et de croyances à propos d'un objet donné. » Donc, quand on dit une représentation en sociologie, c'est très large, en fait. Et donc, moi, j'ai regardé un peu à travers tout ce qui m'a été dit. J'ai essayé de voir, d'une part, comment ils se représentaient les enjeux environnementaux, comment ils se représentaient la démocratie dans laquelle ils vivaient et comment ils se représentaient les citoyens. Et donc, les grands enjeux environnementaux, c'est absolument direct pour les ministres. La première des choses, c'est un travail à accomplir. Avant toute chose, ce qu'ils voient, les premiers mots, là, j'arrive, je suis ministre, c'est l'environnement est comme devant moi. En bon québécois, il y a un job à faire. Il faut faire le travail. Et problème à régler, parce que sur le bureau du ministre, ça ne dure pas longtemps, la période « Ah, je suis ministre, c'est sympathique ». Les dossiers arrivent à une vitesse folle, et là, les crises commencent et ils ont des problèmes à régler. Et aussi la recherche de solutions pratiques. Il y a des problèmes à régler, il faut trouver une solution. Et pour eux, ce n'est pas une question idéologique, sauf un ou deux, mais en général, l'environnement, pour eux, et ça, c'est vraiment fondamental, c'est un travail à accomplir, c'est un problème à régler, c'est vraiment très, très, très concret comme représentation de l'environnement. Et je parle de pollution agricole parce que ça, tous les ministres de l'Environnement entendent parler de pollution agricole. Puis évidemment, la pollution agricole, c'est un enjeu direct, hein? C'est un enjeu à régler. Trop de phosphate dans les rivières ou il va y avoir, moi, je ne sais pas, les cyanobactéries dans les lacs. C'est direct. Ensuite, c'est un enjeu économique, bien sûr. Alors, toutes les fois que les ministres discutent, l'enjeu économique est toujours présent. Ça va revenir. Le ministre empêcheur de tourner en rond. Ça, les ministres de l'Environnement sont toujours vus comme ceux qui veulent tout arrêter, tout freiner. Et il y a parfois au Conseil des ministres l'utilisation de certains mots que je ne peux pas répéter ici parce que je suis filmé, mais des fois, ça discute assez fortement au Conseil des ministres. Et le mot empêcheur de tourner en rond, vous pouvez lui trouver bien des synonymes. Opportunité de développement, c'est intéressant parce qu'il y en a au moins un qui m'a parlé de ça, que pour lui, l'environnement, c'était une occasion unique de faire quelque chose. Et donc, il y avait un enjeu de développement. On pouvait développer l'économie verte, on pouvait développer l'énergie renouvelable, on pouvait, dans la construction, développer toutes sortes de façons de faire pour économiser l'énergie et ainsi de suite. Éducation, enjeu social aussi. Et là, je vous lis un autre petit bout, là, ici. Il y a un enjeu d'éducation pour la plupart des ministres parce que les citoyens acceptent les contraintes qui leur sont imposées par la loi seulement s'ils comprennent l'importance de l'enjeu. Essayer d'imposer des contraintes, des règlements, des manières de faire et que les citoyens ne soient pas au courant, ils ont besoin. Et donc, l'éducation, c'est fondamental. Et finalement, le défi scientifique, on n'en a à peu près pas parlé. Pour eux, ce n'est pas là la question. La question, et je n'ai pas de surprise dans ça, là, moi je m'intéresse évidemment au social, mais eux s'intéressent aussi énormément au social. Alors, quelques phrases tirées là, donc des entrevues. Alors, la solution, c'était d'imposer une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Alors ça, c'était un cas de pollution agricole. Et pour le ministre, l'idée, c'était le résultat. Vous voyez encore une fois, là, les choses concrètes. Pas une obligation de moyens, ça c'est important. Solution de gros bon sens. Ensuite, le ministre qui me dit, moi, je suis arrivé là, tu sais, pour moi, là, ce qui était clair, c'est les eaux usées, je dirais, ça brise nos rivières, etc., etc., la pollution. Moi, c'est pratico-pratique. Je m'en occupais. D'autres avaient plutôt, dans les questions environnementales, une réflexion plus sociale, directement sociale. Puis,
Il faut faire une transition énergétique et écologique. Est-ce que ça va vraiment créer des emplois? Alors, ça aussi, c'est un premier exemple qui vous montre à quel point, spontanément, un ministre dit les citoyens. Les citoyens, eux, ils regardent, là. Ils doivent arbitrer entre différentes choses. Ils veulent savoir si ça crée ou si ça détruit de l'emploi. Alors, un autre élément important. Puis, un autre qui a mentionné, et puis quand on met l'éducation nationale avec un grand E, c'est la France, évidemment. Et donc, l'importance, évidemment, d'éduquer les enfants pour l'avenir. Alors, donc, en résumé, la représentation de l'environnement, travail à faire, problème à régler. Voilà. Ensuite, représentation de la démocratie et du rôle des hommes et des femmes politiques. Alors, là, on est sur un terrain plus, je dirais, plus difficile, plus complexe, et on entend beaucoup parler des citoyens qui veulent être plus présents, qui veulent être consultés, des assemblées citoyennes, etc. Et ce n'est pas comme ça que les élus, et en passant hommes et femmes, là, il y avait des hommes, je pense qu'il y avait 5 femmes et 7 hommes, je ne me souviens plus exactement, là, mais il y avait presque autant de femmes que d'hommes. Les élus, pour eux, c'est très simple. C'est la démocratie représentative. Ils sont élus, et dès qu'ils sont élus, ils deviennent responsables du bien-être des citoyens. Et ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. C'est revenu énormément. Les élus, leur première responsabilité, c'est le bien-être des citoyens. Et s'ils veulent faire des choses, ils doivent convaincre les citoyens. Donc, les mots « leadership » et « volonté politique » sont revenus plusieurs fois. Respect, écoute des citoyens, bien d'accord. Tous les politiciens écoutent les citoyens, c'est un peu inévitable, et vous savez comment ça se passe. Les députés sont toujours sur le terrain en train de rencontrer les gens, transfèrent l'information aux ministres qui, eux, ont moins de temps d'aller sur le terrain. C'est pareil en France. Et l'écoute des citoyens, c'est un élément clé là, de la démocratie pour eux. Mais, encore une fois, démocratie participative, dans un cas comme dans l'autre, France ou Québec, ce n'était pas très bien vu. Et la fameuse suggestion de Giddens, là, qui est de retirer ça de la politique puis de nommer une autorité indépendante, comme ça s'est fait dans d'autres domaines. Un exemple que j'aime citer, c'est aux États-Unis, à la fin du 19e siècle. Les chemins de fer se développaient de façon tout à fait anarchique et ils ont nommé une autorité indépendante pour gérer ça et faire en sorte que ça ne soit plus entre les mains des politiciens. Autrement dit, c'était trop important de bien gérer le système de transport par rail et il fallait donc clairement donner ça à une autorité indépendante, donc à des sages, entre guillemets, ou à des experts, ou à des gens qui n'avaient pas à répondre à la politique. Mais les ministres que j'ai interviewés, c'est presque unanime que l'environnement ne soit plus un enjeu politique. Ils auraient l'impression qu'ils laisseraient aller une part de leur responsabilité. Et donc, pour eux, il n'était pas vraiment question d'accepter une telle suggestion. Est-ce que ça sera encore la même chose 4 ans plus tard? Je n'ai pas la réponse. Et donc, quelques citations. Donc, c'est dit bien gentiment, démocratie participative, c'est bien, mais la démocratie représentative, c'est pas mal aussi. Je peux vous dire qu'il me l'a dit exactement comme ça. Et ensuite, la deuxième citation, j'aime bien qu'il y ait une responsabilité directe, l'imputabilité. Les élus disent « nous sommes imputables ». Nous sommes responsables et nous sommes imputables. Nous allons passer devant les électeurs ensuite. Nous sommes responsables. C'est un gouvernement responsable. Puis aussi, de toute façon, la politique, pour eux, ce n'est pas juste écouter puis laisser la population décider, c'est guider. Donc, le mot « lead », « to lead », ça veut dire guider. Le leadership, c'est guider. Et il faut prendre des décisions. Mais dans un contexte moderne, il faut évidemment tenir compte des différents points de vue. Et c'est clair que ce n'est pas facile. Représentation des citoyens. Ils l'ont dit bien gentiment, ils ne l'ont pas dit méchamment, mais et en particulier ceux et celles qui n'étaient plus en politique active trouvent que les citoyens sont peu sensibilisés. Alors,
le président du BAP est ici dans la salle, et donc je vais parler 2 minutes du BAP, mais le BAP est un instrument de consultation qui est extrêmement important dans notre société, mais je dirais de l'avis des ministres, parce que là c'est l'avis des ministres que je vous donne, ce n'est pas le mien, là, de l'avis des ministres, les citoyens, malgré toutes les mécanismes qu'on met à leur disposition, les gens sont relativement peu sensibilisés. Ils recherchent surtout leur confort, leur sécurité, s'inquiètent des enjeux de proximité, beaucoup moins des enjeux de long terme. Alors, la manière dont les citoyens, dont les ministres représentent les citoyens, c'est vraiment des gens à protéger. Alors, quand ils disent « je me sens responsable de leur bien-être », c'est comme ça qu'ils le voient. Ils voient vraiment cette relation-là. Et ça, c'est vraiment important. Alors, quelques citations. Alors, les citoyens étaient préoccupés de l'environnement, avoir une rivière dont l'eau est de meilleure qualité, un approvisionnement en eau potable de meilleure qualité. Ça, c'est clair que c'est très sensibilisé, pas de pollution. Mais, dans la discussion sur le futur, il y en a qui étaient moins optimistes puis qui trouvaient que les gens étaient trop repliés sur leur bien-être personnel, puis la notion de projet collectif se perdait. Alors, ça, c'est dit tel quel là, par un des ministres. Alors, les ministres, donc, je dirais, ont des origines diverses. Les ministres ont des ambitions. Les ministres ont des représentations, représentation de l'environnement, représentation de la démocratie, représentation des citoyens. Et on va passer maintenant à ce qu'ils ont fait et surtout aux obstacles qu'ils ont rencontrés, parce que ça va être aussi une partie importante de ma présentation. Et il y en a beaucoup dans la salle ici, là, je suis sûr qu'ils connaissent bien tout ce qui a été fait. Puis il y a eu d'innombrables projets de loi en Europe de transition. Au Québec, le marché du carbone, fonds vert, loi sur la qualité de l'eau, loi générale sur le développement durable. En France, il y a eu des trucs là, sur la sûreté nucléaire et ainsi de suite. Là. On a rejeté on a tenté de réduire les rejets industriels. En tout cas, il y a énormément de choses qui ont été faites sans qu'on sente que ça soit quand même suffisant. Mais ça peut aussi, tout ce travail-là qui a été fait, qui est très difficile parce que si vous êtes ministre de l'Environnement puis que vous voulez faire passer dans la Constitution française, je ne sais pas moi, les droits fondamentaux des citoyens reliés à l'environnement, ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc, ça demande énormément de travail. Et donc, les anciens ministres, clairement, trouvaient qu'ils avaient travaillé beaucoup. Mais pourquoi ont-ils agi? Alors, là, clairement, les directives du premier ministre ou du président, c'est un élément clé. Alors, je dirais dans l'écosystème, il faut employer ce mot-là parce qu'on peut l'employer aujourd'hui. Alors, dans l'écosystème politique français ou québécois, les directives du premier ministre ou du président, c'est véritablement fondamental. C'est véritablement fondamental. Les programmes politiques aussi, mais, je l'ai déjà mentionné, il arrive qu'il y a un événement particulier, exemple, je ne sais pas, au lac Mégantic, là, ça saute, puis là, il y a du pétrole qui va partout, etc., bien, le ministre n'a pas le choix. Ça domine. Et là, il n'y a pas le choix, il va là. OK? Les ministres sont aussi très sensibles à ce qu'on appelle en sociologie politique les réseaux d'action publique. Là. Et dans beaucoup, je vais revenir très brièvement là-dessus ensuite, mais ça se discute beaucoup dans les milieux, là, je dirais, soit dans le milieu journalistique, dans les milieux des médias, de la science, etc., même dans les forums internationaux. Alors, il y a des enjeux qui sont soulevés et on doit, je dirais, les prendre en compte. Et donc, il y a de nombreux éléments qui font que les problèmes sont sur la table du ministre. Alors, au départ, les programmes politiques, malgré tout ce qu'on peut en dire, les gens qui font de la politique essaient de suivre leur programme politique. Les directives, donc, des hautes autorités et, évidemment, tout ce qui est sur la place publique, puis je ne vais pas vous décrire la partie maintenant concernant le changement climatique, on est dans un moment là, où on en parle particulièrement beaucoup, mais ce qui est très important, c'est qu'à travers ça, j'ai mis 3 mots,
éthique et sens des responsabilités, ambition, idéologie. Alors, j'ai mis éthique et sens des responsabilités parce que c'est revenu beaucoup qu'ils sont responsables et les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement sain. Et donc, ils doivent s'en occuper. Donc, ils ont un sens des responsabilités, puis je dirais même une certaine éthique. Ça a ses limites quand même, comme on va voir par la suite. L'ambition, j'en ai parlé. L'idéologie, un peu, mais ce n'est pas l'élément clé dans ce que j'ai vu. Alors, un ministre m'a dit, le pouvoir est centralisé au bureau du premier ministre. Si tu as l'appui du premier ministre, ça va assez bien, pour commencer. Ensuite, il y en a qui sont allés plus loin. Il y a même un ou une ministre qui m'a dit, si vous ne voulez pas agir ou si vous pensez que vous allez déplaire, bien, à un moment donné, ou tu fais le boulot ou tu quittes. Alors, il y en a qui avaient quand même, quand je dis éthique, là, il y en a qui avaient quand même, qui allaient suffisamment loin pour dire, ceux qui ne veulent pas faire le travail, ils n'ont pas d'affaire là. Mais, on vit dans un monde de contraintes, et ça, c'est l'élément essentiel. Dans quelles conditions, dans quelles contraintes, je dirais, ils subissaient, et ainsi de suite. Alors, vous voyez la liste, là, elle est longue, et donc, c'est pour ça qu'il y a deux petits points d'interrogation à côté de la marge de manœuvre. D'abord, la première des choses. La première des choses, c'est les collègues du Conseil des ministres. Parce qu'avant toute chose, quelqu'un qui est ministre participe à un groupe, et ce premier groupe-là, c'est le Conseil des ministres. Et c'est clair que le Conseil des ministres, on a dit là, que le ministre était souvent l'empêcheur de tourner en rond. C'est là que ça se discute. Je vais y revenir à tout ça. Les groupes environnementaux, le ministre est toujours en train de rencontrer les groupes environnementaux, que ce soit en France ou ici. Ils sont tout le temps présents. Il rencontre évidemment les groupes d'intérêt industriels et agricoles surtout. J'ai nommé ceux-là, il y en a d'autres, là. Mais le lobby agricole et le lobby industriel, c'est très puissant. Même que de l'avis des gens que j'ai rencontrés, le lobby agricole est probablement le plus fort. La fonction publique, alors le ministre reçoit de l'information, travaille avec des fonctionnaires. La liberté des citoyens. Je donnais l'exemple du coût de l'énergie. Alors, il y a un ministre qui m'a dit, on sait que l'électricité, c'est pas assez cher, que ça incite au gaspillage. Mais il dit, c'est tellement identitaire au Québec, il dit, on n'est pas capable de toucher à ça. Il était parfaitement conscient que le coût de l'électricité au Québec, qui est 3 fois moins cher qu'ailleurs, que ce n'était pas correct. Alors, sachant que c'était anonyme, il pouvait me le dire. Les élus locaux aussi ont un grand rôle, hein? Les élus locaux, parce que, je prends un exemple tiré tout à fait de l'actualité de ce matin. Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, fait pression pour un 3e lien. Alors, les élus locaux, ce n'est pas neutre. Et quand on parle d'environnement, le 3e lien, c'est un beau sujet de discussion. Enfin, c'est peut-être pas un sujet de discussion, en fait. Mais bon, il reste que les élus locaux sont très près des gens, représentent bien les gens. Et donc, c'est les transmetteurs de messages. Les médias sont là. On m'en a pas beaucoup parlé des médias, mais les médias sont là. Et donc, ceci fait que, essayez d'imaginer, au centre, vous avez le ministre, en haut, quelque part, le président, le premier ministre, les partis politiques. De l'autre côté, on aurait la science, on aurait les médias qui transmettent la science, on aurait aussi les fonctionnaires qui transmettent la science. De l'autre côté, il y a les élus locaux, il y a les groupes de pression, il y a le lobby du pétrole, il y a ceci, il y a cela. Puis en bas, il y a les citoyens qui, eux aussi, ont leurs besoins. Donc, le ministre est au centre d'un système où il est parfaitement entouré. Alors, je ne l'ai pas là, mais ceux qui sont intéressés, je leur enverrai une copie de mon mémoire électronique. Et donc, on voit bien à quel point, là, simplement visuellement, le ministre est comme entouré, je dirais, de personnes, de groupes, d'institutions qui le nourrissent, mais qui le cadrent en même temps. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et en passant, la fonction publique, que ce soit en France ou au Québec, les ministres n'avaient que du bien à dire de la fonction publique. Point final. Tu sais, point final. La fonction publique fonctionne bien, travaille bien, c'est sérieux, puis
Alors, au Québec et en France, ça, c'était extrêmement bien vu. Mais la marge de manœuvre, par contre, le sentiment du devoir accompli, ça, c'est fondamental. Malgré tout ce qu'on dit, le ministre qui, en général, commence sa journée à 7 heures le matin et la finit à 11 heures le soir, bien, quand il a fait ça pendant 2 ans, bien, il a le sentiment du devoir accompli. Ils travaillent 6-7 jours sur 7 et ils font leur possible. Ils travaillent dans un... Et ça, là c'est question du ministre de l'Environnement. Là. Ils travaillent dans un monde où l'environnement n'est pas encore la priorité qu'elle devrait être. Et donc, tous, sans exception, avaient quand même le sentiment du devoir accompli. Certains ont plus senti des obstacles que d'autres. Ces contraintes-là ne sont pas égales. Il y a des contraintes, il y en a qui ont plus senti certaines contraintes que d'autres, mais vous allez voir à travers les citations là, que c'était pas facile pour eux. Et donc, le sentiment du devoir accompli, il est là. Et c'est extrêmement important. Alors, donc, la fameuse citation de « empêcheur de tourner en rond », et je crois me souvenir qu'il était question à ce moment-là, parce que ça arrive souvent, là, de la grenouille, je ne sais plus laquelle, là, et à protéger, et qu'évidemment, certains mots ont été dits sur la dite grenouille. Alors, puis évidemment, si tu fais correctement ton travail comme ministre de l'Environnement, bien, tu crées des obstacles. C'est inévitable. Tu crées des contraintes. Tu te dis, bien, il faut tenir compte de ceci, il faut tenir compte de cela. Et donc, le ministre de l'Environnement, il est rarement dans une position pour se faire aimer. Mais normalement, quand il sort du Conseil des ministres, c'est la dernière citation, quand tu sors du Conseil des ministres, bien, tu es solidaire. Donc, ce n'est pas facile d'être ministre de l'Environnement. Ce n'est pas facile d'être ministre de l'Environnement. Alors, les groupes corporatifs, curieusement, pas tous, mais la plupart m'ont dit, on négocie bien avec eux autres, parce que c'est des professionnels. Et je voyais encore les chiffres ce week-end, là. Les plus grosses réductions de gaz à effet de serre au Québec depuis 1990, c'est l'industrie. C'est 38 %. Ce n'est pas le transport. Et donc, les industriels, ils défendent leurs intérêts, mais ils avaient intérêt à économiser l'énergie. On les a convaincus d'économiser l'énergie, puis ils ont vu sur le long terme, et ça reste que, de ce côté-là, pas toutes les industries, mais il y a eu des réductions significatives. Et d'autres m'ont dit que, oui, il y a des lobbies, c'est vrai, mais que si le gouvernement est suffisamment clair et décidé, ils vont plutôt essayer de s'accommoder, tenter de trouver des chemins, etc., mais ils vont rarement aller aux grandes confrontations. Par contre, la population, là, ça, elle aime bien les discours. D'ailleurs, je le lisais encore ce matin, de ce temps-ci, j'ai l'impression que c'est peut-être moi, là, mais il me semble que les éditorialistes parlent uniquement d'environnement puis de réchauffement climatique, mais la contradiction, elle est souvent là, entre les beaux discours puis la manière d'agir. Puis, c'est ce que M3 disait. Mais à une question directe, ça m'a fasciné. Est-ce que vous sentiez que vous aviez l'appui en général de la population dans vos travaux? Il y a eu un petit silence, bref, mais significatif. Et tout d'un coup, non. Non. Alors, c'est quand même puissant de savoir que cette personne-là avait agi beaucoup, puis ne sentait pas qu'elle avait l'appui de la population. Pas facile. Pas facile d'être ministre de l'Environnement. Et la priorité des citoyens, bien évidemment, il y en a un qui disait, c'est sûr qu'ils sont plus allumés sur les problèmes de pollution. Je pense que c'est une évidence. Et l'autre, bien, dont je vous ai déjà parlé, là, sur la question du coût de l'énergie, là, on gaspille de l'énergie au Québec. C'est pas moi qui le dis, là. C'est un ancien ministre de l'Environnement. Alors, le futur. On arrive au futur. Alors, nos ministres, donc, avaient des ambitions, ils ont fait des choses, pas autant qu'ils auraient voulu, ils voient les choses d'une certaine manière, mais tous, sans exception, auraient souhaité faire plus. Tous sont convaincus que le problème social est extrêmement important, qu'il va falloir faire des changements sociaux. L'écofiscalité a été mentionnée par plusieurs, pas par tous. Beaucoup la vision positive. Ça, ils l'ont bien compris,
que ce n'est pas en essayant de faire peur au monde que ça va fonctionner. Quelques pessimistes, mais vraiment pessimistes, je dirais 2 ou 3, et leur responsabilité toujours, le leadership. Et je dirais, tout l'accent a été mis sur éducation et communication plutôt que technologie et recherche. Autrement dit, les ministres de l'Environnement, ils ne pensent pas que, tu sais, on va mettre bien de l'argent dans la technologie, ça va régler tous les problèmes. Non, ils n'en sont pas là du tout. Ils ont très bien compris que l'éducation au sens très large, s'assurer que les gens comprennent la situation, même si c'est à long terme, et communiquer ça intelligemment. Alors, citation, évidemment, la fiscalité pour la rendre plus attrayante, tout en ayant un effet neutre sur le plan financier. Vous voyez que l'idée qui a été émise encore récemment, là, cette idée-là est tout à fait classique là, chez les ministres de l'Environnement. Ils savent parfaitement bien. On peut tout à fait changer les comportements des gens en taxant un peu plus ou en mettant une contribution climat au pétrole ou à toutes les sources d'énergie, mais on peut faire en sorte que c'est un effet neutre fiscal. D'ailleurs, les gens croient aux signaux de marché, les ministres, je le vois, là, ils l'ont mentionné. D'autres ont parlé d'écologie incitative, de fiscalité verte, etc. Mais on voit que le levier fiscalité n'est pas vu comme, je dirais, là, un prélèvement additionnel, mais plutôt comme un prélèvement différent. Comme plusieurs ont dit, là, on taxe plus ce qu'on veut moins, puis on taxe moins ce qu'on veut plus. Ce qui est comme pas si bête comme réflexion. Et une personne très pessimiste, d'autres citations que vous voyez là, puis d'autres qui m'ont dit, là, c'est... Si on ne fait rien, là, c'est alors un coup de pied dans la fourmilière, là, tu sais, il va falloir imposer. Puis finalement, quelqu'un qui a dit concernant la technologie, là, il n'y aura pas de baguette magique. Et ça, ils en sont extrêmement convaincus. Puis évidemment, la dernière citation, une société a besoin de leadership. Je pense que c'est net. Un tout petit mot théorique. Alors, comme c'est un mémoire de maîtrise et que j'ai commencé des études en sociologie, même si je n'ai pas fait un bac en sociologie, j'ai fait un bac en génie civil, j'ai étudié beaucoup de choses, et entre autres, la sociologie politique. Et je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'en sociologie politique, on a le concept de réseau d'action publique, et ils disent exactement qu'est-ce que ça signifie, le réseau d'action publique. Ça veut dire qu'il y a ceci, il y a cela, que les gouvernements sont moins autonomes qu'avant, et donc, je trouvais que ça coïncidait assez bien. Et donc, le concept de réseau d'action publique, dans ce que moi j'ai vu chez les ministres, c'est un concept qui s'applique bien. Dans les logiques de l'action, ça, c'est vraiment de la sociologie à l'état pur. Pour François Dubé, qui est un des grands sociologues français, on agit pour 3 raisons. Il y a 3 logiques d'action. Alors, la première logique, c'est l'intégration. On fait tous partie d'un groupe, on veut s'intégrer au groupe. La deuxième logique, c'est la logique de la stratégie. On a des fins et on veut agir pour aboutir à ces fins. Et la troisième logique, c'est la logique dite de la subjectivité. On veut devenir un sujet au sens sociologique. On veut se prendre en main et faire des choses. Et donc, je me suis servi de ça pour essayer de comprendre comment ça cadrait en quelque sorte, ces 3 logiques-là, avec la logique de l'action des ministres de l'Environnement. Et ce qui m'a frappé, c'est probablement que la logique d'intégration, la première, eux, ils la vivent au Conseil des ministres. Ils ne peuvent pas être toujours, en français, un outsider au Conseil des ministres. Donc, cette logique-là est très puissante. Puis, la dernière des choses, moi, j'aime bien, il y a toutes sortes de concepts, de théories de base en sociologie, et une que j'aime bien, c'est l'interactionnisme dit symbolique. Et ça vient vraiment de l'école de Chicago, l'école des sociologues. Et j'ai travaillé avec ça un peu pour voir que ça permettait aussi de comprendre les contraintes que vivaient les ministres. Et donc, tout ce jeu-là, mais je ne peux pas me permettre évidemment d'entrer dans ça beaucoup plus. Et finalement, ce que moi, j'en retire, c'est qu'un des principaux obstacles à la mise en œuvre de politiques fortes sur le climat, c'est la perception qu'ont les ministres des attitudes et des valeurs des citoyens. Ça m'apparaît bien clair. Et la deuxième chose, c'est que
les ministres, quand on les interroge, puis qu'on leur demande ce qu'ils ont fait, ils ont fait beaucoup de choses, puis je décidais, puis j'ai fait plein de choses, etc., etc. Mais au fait, le cadre social, la structure sociale dans laquelle ils agissent est extrêmement contraignante et en fait, elle a plus d'importance que les acteurs eux-mêmes le ressentent. Et la structure sociale que je vous ai rapidement esquissée là, est extrêmement lourde et puissante. Et ça explique qu'à la fois, ils m'ont dit tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, mais quand je les ai interrogés sur le futur, ils ont dit c'est vrai, il faudrait faire beaucoup plus. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que la notion de développement durable, chez la plupart des ministres que j'ai interrogés, c'est un peu pris pour acquis. Ils ne sont pas contre le développement. Autrement dit, je n'ai pas rencontré de ministres qui m'ont dit « il faut entrer en décroissance, on n'a pas le choix ». La planète nous en... Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a personne qui pense ça, mais dans les 12 ministres que j'ai rencontrés, donc la notion de développement n'est pas vue. Eux, ils veulent du bon développement. Mais la notion de développement durable, puis après ça, eux, ceux que j'ai interrogés, ils ont vécu une période précise et donc ils n'ont pas... certains ont été ministres pendant maximum 3 ans, d'autres 1 an. Et donc, je dirais l'évolution, on ne m'a pas vraiment beaucoup parlé de ça. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, étant donné là, le travail que j'ai fait, des entrevues des anciens ministres d'à peu près 1 heure, il y a plein de choses que je n'ai pas pu aborder. Je vous ai donné ma grille d'entrevue, là. Et donc, la question, disons, là, de ce qui se passe en Europe, en Finlande, en Allemagne versus la Chine, bon, certains ont évoqué les plus grands pollueurs, entre guillemets, comme la Chine, etc., mais ce n'était pas vraiment le but de la discussion. Par contre, ce que vous disiez concernant les Québécois qui se voient très verts, ça a été mentionné. Et que les Québécois, malheureusement, si on regarde la consommation énergétique, les déchets, la consommation d'eau, c'est à peu près ce qui se fait de moins bien au monde, malheureusement. Et ça, malgré... Mais c'est... Je n'ai pas vu passer ce message-là dans le public, mais privément, oui. Oui, je pense que la plupart d'entre eux, même tous, parce que quand on a parlé du futur, ils ont tous dit qu'il faudrait faire beaucoup plus, puis certains ont été même assez directs sur la nécessité des changements sociaux. Mais le cadre dans lequel ils agissent et le fait qu'ils deviennent ministres du jour au lendemain, je dirais, là, sans préparation, et ils mettent en œuvre les politiques, le programme, ce que dit le premier ministre, et donc les objectifs de très long terme apparaissent peu. Beaucoup m'ont dit que le fait d'avoir été ministre de l'Environnement, ça leur avait ouvert les yeux incroyablement. Parce que, remarquez que ça a déjà quelques années, ma recherche, j'ai fait ces entrevues-là en 2016, hein, mais là, de ce temps-ci, on en parle beaucoup, mais je dirais, reculer de quelques années, on ne peut pas dire que l'environnement, c'était ce qui y avait de plus présent là, dans les médias, etc. Et donc, la plupart des gens peuvent vivre, avoir d'autres objectifs, et ils ne se sentent pas du tout, là, je dirais, sensibilisés aux questions environnementales. J'évoquais la sensibilité écologique. Là. Dans le manuel de sociologie de l'environnement, il y a un chercheur français qui a travaillé ça, la sensibilité écologique. Et déjà, les gens véritablement sensibilisés, là, c'est 15 20 Alors, les gens qui arrivent en politique, mais voir ce qui se passe, puis là, ils voient vraiment ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui m'ont dit... que c'est clair que le fait d'être ministre, ça a eu un impact dans leur vie. Tout à fait.
Non, j'essaie de me remettre ça en tête parce que je n'avais pas suffisamment, je dirais, de ministres à interroger pour être capable de faire des distinctions, mais j'essaie d'y repenser, là, parce que moi, je les vois dans ma tête, là, parce que c'est quand même assez particulier, là, aller dans l'appartement de quelqu'un à Paris pour l'interroger sur son travail comme ministre. Et j'essaie de penser, là. J'ai pas vraiment, non, ça ne serait pas honnête de dire que je peux trancher. Non, j'ai pas. Il y a des cas d'espèce, hein, alors évidemment, là, ça devient difficile, là, mais je ne pourrais pas trancher ça. Il n'y a pas de. Les hommes et les femmes me sont apparus comme ayant pas mal les mêmes comportements. Il faut dire qu'ils sont dans la même structure. Ils agissent dans la même structure. Ils sont cadrés de la même façon. Ils rencontrent les mêmes citoyens, ils rencontrent les mêmes lobbies, le président, etc. Je dirais la seule solution qu'eux voient sur le long terme, je l'ai évoqué, c'est éducation, communication. Ils n'avaient pas, et je dirais, éco-fiscalité probablement un peu plus forte. Si j'essaie de penser les thèmes là, qui ont été évoqués pour le futur, je dirais, oui, l'éco-fiscalité d'une part, puis d'autre part, plus d'éducation et de sensibilisation, puis un peu de pessimisme. Je vais ouvrir une parenthèse parce qu'en ce moment, je fais une thèse de doctorat et je n'interviewe pas des ministres. J'interviewe des étudiants jeunes. Puis ma thèse s'appelle, le titre de ma thèse, c'est « Réchauffement climatique, valeurs des jeunes et changements sociaux ». C'est ça que j'étudie avec différents niveaux d'éducation, etc. Là. Puis, évidemment, j'ai quelques entrevues de fait, là, mais cette question-là d'éducation est un élément qui ressort beaucoup. Mais là, je ne vous dévoile pas le résultat de ma thèse quand même. On n'a pas encore appris, je pense, à bien gérer ce qui s'en vient. On n'a pas beaucoup réfléchi à ce qui s'en vient. La social-démocratie, je dirais, on l'a prise pour acquis. Là, avec la crise économique de 2007, etc., on a un peu frappé un mur, etc., etc. Puis là, on se rend compte qu'il y a plus d'inégalités qu'avant, etc., etc. Et donc, la social-démocratie, là, on constate maintenant qu'elle arrive un peu en bout de course. Et le malheur actuel, c'est que tout ce qu'on trouve pour la remplacer, c'est le populisme. Et ça, c'est vraiment pas... Moi qui est un optimisme absolument indécrottable, je suis connu pour ça. Là, j'avoue que des fois, mon optimisme reçoit des coups quand je vois ce qui se passe dans le monde. Mais moi, je pense qu'il va falloir apprendre à mieux gérer, contrairement à mes collègues ministres, il va falloir mieux apprendre à gérer la participation citoyenne. Je ne sais pas si la personne qui est devant moi va être d'accord, mais il va falloir, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas sortir de l'impasse dans laquelle on est si on n'a pas un lien extrêmement puissant entre la population et le gouvernement. Alors, oui, je sais qu'il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit « si les citoyens font ce qu'il faut, etc., ça va finir par bouger ». Il y a des gens qui disent « qu'est-ce qui attend le gouvernement pour agir? » Et on ne pourra agir qu'avec un fort lien entre les deux. Donc, moi, je reste persuadé, même si j'en connais toutes les difficultés, que la participation citoyenne, c'est extrêmement important, d'une part, et qu'il y a encore beaucoup plus de communication à faire. Mais je ne peux pas aller plus loin pour l'instant, mais oui, allez-y. C'était le sujet que je voulais aborder. Pouvez-vous vous présenter? Oui, Philippe Bourque, je suis président du BAP, mais c'est pas avec cet esprit-là que je me présente au micro, c'est plus mes 20 années avant de militantisme en environnement. Et donc, j'ai côtoyé la plupart des ministres que vous avez interrogés. J'ai essayé de les convaincre d'agir, de leur donner des façons de faire. Puis évidemment, je me suis frotté à tout ce que vous avez dit comme frein qui nous racontait en disant on ne peut pas ci, on ne peut pas ça.
Puis je trouve ça intéressant que vous parliez de l'éducation parce que, évidemment, ils le constatent, eux, qu'il y a un enjeu de mieux éduquer les gens, mais même ça, ils ne sont pas capables, auprès de leurs collègues, de l'obtenir. Régulièrement, des budgets pour l'éducation et l'environnement sont faméliques ou, lorsqu'ils existent même, ils ne sont pas utilisés parce que ça dérange probablement les collègues qu'on éduque les gens à des questions qui dérangent. Et donc, là, on est pris un peu, encore une fois, dans une espèce de catch-22, où, dans le fond, on voudrait bien que les gens comprennent mieux pour, après ça, faire des changements, mais en même temps, on ne veut pas non plus. Bref, à mon avis, ça fait partie des freins importants qu'on doit combattre, puis il ne faut vraiment pas attendre après les gouvernements pour ça. Puis je pense qu'à quelque part, vous l'avez bien dit, d'amener les gens eux-mêmes à participer et à contribuer. Moi, ce que je retiens le plus, c'est quand vous avez leur notion de démocratie représentative versus participative. Là, pour moi, c'est un énorme frein dans le système politique actuel qu'il faut combattre. En tout cas, j'ose espérer que dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'aurai aussi les excellentes idées des jeunes qui, après tout, c'est leur planète, hein, c'est pour eux qu'on travaille. Et moi, il m'en reste moins à faire sur cette planète que j'ai déjà un bon bout de passé. Et j'ai choisi là, de faire ma thèse de doctorat sur ce que pensent les jeunes, parce que ça m'apparaît très fondamental, parce que c'est eux, puis eux ont la puissance du vote, ils ont tout ce qu'il faut pour agir. Et je suis curieux de voir, je n'ouvre pas trop la porte parce que j'ai eu que quelques entrevues déjà, mais même heure, même poste dans 2 ans. Personnellement, là, d'abord, ma carrière politique étant terminée, je ne souhaite pas être ministre de l'Environnement, mais je dirais probablement qu'être ministre de l'Environnement, dans le système actuel, là, c'est se battre de toutes ses forces pour, comme on disait, là, l'éducation. Je pense que ça serait, là, je pense que ça serait fondamental. Mais ceci dit, je ne sous-estime pas la difficulté qui attend le ministre de l'Environnement qui voit arriver sur son bureau tout ce que vous pouvez imaginer, là. Puis, je ne suis pas ici pour vous annoncer des solutions simples. Ma réflexion à moi, actuellement, là, n'est pas politique. Là, j'ai fait ce travail-là qui est un exposé de ce qu'on m'a dit il y a quelques années. Et mon travail à moi, là, actuellement, il n'est pas politique. Alors moi, je ne me mets pas dans un cadre, là, qu'est-ce que je devrais faire politiquement? Je me mets dans un cadre, qu'est-ce que je devrais faire socialement? Et là, je pense beaucoup à la population, puis au changement de mode de vie, puis ça aussi, je pourrais vous en parler beaucoup, mais c'est plus là qu'on est. Mais comme je vous dis, à ce moment-là, je pense que votre question, c'était, vous seriez ministre de l'Environnement, quel serait votre dossier prioritaire? Probablement l'éducation. Et bonjour, je suis un peu trop grand. Louis-Étienne Pigeon, de la Faculté de philosophie. Vous avez mentionné que la plupart des intervenants ne se sont pas ralliés à une idéologie comme telle, n'ont pas mentionné, ne voulaient pas exprimer d'affiliation idéologique. Par contre, vous, en rétrospective, est-ce que vous avez pu identifier des éléments de nature plus idéologique, peut-être, qui traversaient l'ensemble des discours des gens que vous avez interviewés, que vous qualifieriez d'idéologique, peut-être? J'essaie de voir... Pas vraiment. C'est-à-dire que les gens qui sont devenus ministres de l'Environnement, moi, ce que j'ai vu, là, c'est qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient français ou québécois, qu'ils soient indépendantistes ou pas, ils ont tous un peu agi de la même manière parce que je considère qu'ils sont cadrés socialement. La structure fait en sorte que c'est ce qu'on génère. Et donc, c'est ça le message que je peux passer. Maintenant, les gens qui deviennent ministres ont passé à travers un processus aussi. Comme je dis, on ne devient pas ministre par hasard, là. Et on peut difficilement imaginer
mais ça arrive, des gens, là, comment je dirais ça, donc, extrêmement radicaux qui deviendraient ministres. Le système le permet à peu près pas, peut-être un petit peu plus en Europe, parce qu'en France, les ministres sont choisis, on n'est pas nécessairement députés. Ici, c'est bien difficile d'imaginer des gens extrêmement radicaux devenir ministres. Et donc, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas d'idée, mais je dirais, dans l'ensemble, c'était plutôt des gens qui croyaient au système actuel, à la social-démocratie. Je dirais que ce n'étaient pas des gens immensément de gauche ou immensément de droite, là. Je dirais dans l'ensemble. D'ailleurs, plusieurs m'ont dit que l'environnement, ce n'était pas à gauche et à droite, là. Puis aussi, certains m'ont dit qu'au Conseil des ministres, parfois, les gens trouvaient que l'environnement, c'était comme un obstacle au progrès. Alors, c'est un peu... Alors, idéologie, dans ce cas-là, peut-être un petit peu plus de droite. C'est le ministère ingrat, un peu. Mais encore une fois, là, il faut faire bien attention. Je vous rapporte et j'analyse les propos de 12 personnes. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut dépolitiser ce débat-là. Je pense qu'on est rendu à une étape au sein de notre société où ce n'est pas uniquement et seulement le niveau politique qui doit s'en occuper. Et on assiste depuis quelques mois surtout à ce bouillonnement. Et savez-vous, tout à l'heure, quand vous avez dit, vous avez mis le chapeau plus comme citoyen actif pour aborder ce sujet. Je suis aussi d'accord avec vous, comme maman de 2 garçons, 21 ans, 16 ans, à chaque fois, nonobstant ce qui se passe à tous les jours au niveau des politiciens, je leur dis, demain, vous voulez faire quoi comme jeunesse? L'avenir qu'on est en train de bâtir, nous les parents, les phénomènes auxquels on assiste comme parents, c'est vraiment quelque chose qui est à vous demain pour gérer, régler. Alors, c'est quoi ta solution en parallèle avec les critiques à 21 ans? Et c'est phénoménal et hallucinant de constater ce qu'ils vous disent comme réponse. Alors, les amener à ce niveau d'éducation, M. Pigeon, je crois, où il faut les responsabiliser. Et cette éducation, elle ne doit pas et uniquement être au sein des politiciens, entre les mains des politiciens, mais elle commence à la maison, au sein de la famille. C'est aussi ça l'éducation de demain. Merci. Alors, comme je vous dis, là, la question de l'éducation, oui, je pense que c'est extrêmement fondamental. Puis aussi, je dois avouer, je vous le dis franchement, là, les personnes que j'ai rencontrées, les 12 ministres que j'ai interrogés, là, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ils ont agi dans un système, c'était pas facile. C'est pas là... C'est pas la vie de tous les jours, puis le souper au restaurant le soir avec la bouteille de vin à 200 $. C'est du gros travail. Alors, moi, comme je vous dis, là, j'ai quitté la politique, je n'ai pas été là longtemps, j'ai fait un court mandat de député, mais quand j'ai choisi ma nouvelle carrière, parce que les citoyens ont eu la bonne idée de me suggérer une autre carrière, alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Puis je suis venu faire de la sociologie environnementale. Écoutez, j'ai un rôle quand même modeste, il ne faut pas non plus, là. Moi, j'ai fait une maîtrise, alors c'est une très modeste contribution à la compréhension. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que ma vision, elle est sociale. Ma vision est une vision de changements sociaux. Ma vision en est une qu'on arrivera à régler les problèmes qu'en changeant nos comportements et que pour ça, il va falloir convaincre, agir, faire de la participation citoyenne. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, je me suis dit, après avoir fait ce que j'ai fait avec les ministres et les autres personnes, j'ai senti le besoin. D'ailleurs, j'étais en train de faire ces recherches-là pendant que j'étais en train de pondre mon projet de doctorat. Et mon idée à moi, c'est vraiment d'aller vers les jeunes. Et il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas non plus les surestimer. Si vous voulez, je vais mettre fin à la réunion.
sais que Michel est disponible quelques minutes si vous avez des questions. Puis je remercie l'Institut EDS pour l'organisation de l'événement. Moi, je vous dis simplement que mon mémoire de maîtrise est disponible là, à l'Université Laval, sur le site de la bibliothèque. Mais s'il y a des gens qui ne trouvent pas, envoyez-moi un courriel, je me ferai un plaisir de vous envoyer une copie de mon mémoire de maîtrise. De nos jours, ça, c'est facile.